Il y a beaucoup moins de dangers liés à l'alimentation en 2024-2025 qu'il pouvait y avoir ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années. Pourquoi? Il faut voir dans quel modèle social ou sociétal on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qu'on n'avait pas avant 2000-2010, on va dire, ce selon. On a aujourd'hui des gens qui sont regroupés en communautés qu'on n'avait pas avant, qui sont le fruit des réseaux sociaux. On a des gens qui sont bien plus informés, on a des médias qui sont bien plus nombreux. Donc tout ça contribue à un effet de dilution. Aujourd'hui, le consommateur, l'individu, le citoyen, le salarié prend une forme de pouvoir qu'il n'avait pas. Et pourquoi il prend une forme de pouvoir? Pas parce qu'il a fait la révolution, parce que les réseaux sociaux et parce que les médias de façon générale lui donnent ce pouvoir. Et donc il y a eu un déplacement du pouvoir de l'émetteur vers le récepteur. On a aujourd'hui des individus qui sont de plus en plus informés et de plus en plus reliés. Et je dis bien les deux à la fois, reliés et informés. Aujourd'hui, quand il y a un accident alimentaire, comme il y a pu y avoir autour d'eau minérale, ou autour de pizza, ou autour de chip parmentier, selon les époques, eh bien ce sont des accidents. C'est en cela que ça fait surprise, mais il y a beaucoup moins de dangers alimentaires aujourd'hui qu'il pouvait y avoir avant. On est relativement à l'abri des accidents alimentaires. Aujourd'hui, quand on dit la consommation change, les consommateurs changent, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire la consommation est acteur du changement. Et ça, c'est un truc totalement nouveau, parce que mettre la consommation en position d'acteur, c'est une idée rupturiste. C'est-à-dire que quand vous regardez les archives sur mai 68, c'est toujours la consommation, on consomme trop, on part dans le Larzac, on arrête de consommer, etc. Aujourd'hui, c'est exactement un autre paradigme qu'on n'entend jamais, parce que la consommation est toujours montrée du doigt, mais la consommation est actrice du changement. Dès que vous parlez de la consommation, que ce soit à gauche, beaucoup à gauche, mais à droite aussi un peu à droite, c'est toujours la faute de la consommation, c'est la faute des Chinois, c'est la faute de la mondialisation, etc. Et donc quand il y a un problème alimentaire, ça serait toujours la faute de la consommation. Ben non, parce qu'en fait aujourd'hui les consommateurs, ils ont compris que c'est à travers leur consommation qu'ils vont changer le monde. C'est un paradigme hyper important. Mais moi, je ne crois pas que les gens aient peur, parce qu'aujourd'hui, dès que les entreprises ont un problème, elles retirent tous les produits. Regardez les coms dans la presse en disant ce numéro de série, etc. Je pense que l'on n'a jamais été aussi bien contrôlé, sécurisé, mais on n'est pas à l'abri d'un accident. Parce qu'en fait, ce qui caractérise notre société aujourd'hui, c'est l'irruption de l'inattendu. Qu'aujourd'hui, les gens ont dans la tête l'équation mon assiette, ma santé. Donc je pense qu'on va quand même vers une forme de régulation automatique, c'est que les gens se dirigent parce qu'ils sont aidés, parce qu'ils sont informés, parce qu'ils sont reliés vers une alimentation de plus en plus saine. Le danger qui pourrait venir et qui pourrait amplifier les dérives alimentaires ou la dérive de la mauvaise alimentation, c'est la déstructuration des repas. Et moi, je trouve que c'est ça le vrai danger. S'il y a un danger à surveiller, c'est pas ce qui se passe dans l'assiette, c'est ce qui se passe entre les assiettes, ou plus précisément entre les moments où les assiettes sont pleines. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous en France, nous étions protégés de l'obésité. On était le pays en Europe qui avait le moins d'obèses. Mais pourquoi on avait moins d'obèses? On avait des petits déjeuners, on avait des déjeuners, on avait des dîners. Famille décomposée, enfants autonomes, réseaux sociaux, télétravail, etc. Cette structuration entrée plat dessert, petit déjeuner, déjeuner, dîner, elle a complètement explosé. Parce qu'être autour de la table, c'était faire famille. Parce que dans la semaine, c'était les enfants sont dans la chambre, le père est en télétravail, la mère mange dans sa cuisine. Le seul moment de réunion, c'est-à-dire les gens sont autour de la table et les gens mangent la même chose, eh bien c'était le week-end. Et il y avait des parents, notamment des mamans, qui tenaient absolument à ce que tous leurs enfants soient là au moins le samedi ou le dimanche pour faire famille. Parce que si on n'était pas autour de la table, on ne faisait pas famille. Je vois des gens le matin, ils ont un café, un croissant, ils marchent. Je ne sais pas, mon père était médecin, on disait toujours on ne mangeait pas debout et on ne mange pas en marchant, hein. C'est le bon sens. Eh bien aujourd'hui, on marche et on mange. Et en plus, on se filme quand on a une troisième main. Comment peut-on ne pas aboutir à une population obèse? Et l'obésité croît. Et ce n'est pas la faute des industriels. La société de consommation fait feu de tout bois et elle a horreur du vide. Et donc, plutôt que de dire aux gens « arrêtez de consommer », elle a préféré dire « consommer, mais consommer sans ». C'est-à-dire que plutôt que de dire « vivez sans consommation », elle a dit « vivez de la consommation sans ». Vous voyez le tour de passe philosophique? Ce que nous dit Mazarine Pinjot dans son livre, c'est que la société de consommation, qui a à la fois horreur du vide et aussi déteste être attaquée, qu'on est passé de sans consommer à consommer sans. Ce qui est en fait la résolution de l'équation, la résolution parfaite de l'équation, parce que les gens disent « ah oui, c'est vrai, on pourrait consommer moins ». Mais en fait, on peut consommer plus, mais sans, c'est-à-dire avec des produits sans. Aujourd'hui, la vérité, elle est du côté de la demande, des individus plutôt que de l'offre. Combien de personnes qui achètent des produits sans gluten sont véritablement sensibles au gluten? Vous savez combien de personnes sont sensibles au gluten en France? 1%. La part de marché des produits sans gluten, c'est pas 1%. Donc vous voyez, c'est ça, une forme d'orthorexie molle, une forme d'orthorexie sans frontières.
c'est qu'il y avait les produits zéro, les produits sans et les produits avec, et maintenant il y a les produits avec moins. Donc c'est un mauvais procès d'opposer le fait maison à l'industriel, parce qu'en fait aujourd'hui, les consommateurs attendent ça, c'est pouvoir faire soi-même, tout en étant aidé par la marque. Donc on est dans une logique d'intermédiation ou d'intermédiaire. C'est-à-dire que la vérité aujourd'hui s'installe dans un entre-deux. Et donc je n'oppose pas l'industriel et le naturel. Je fais de l'industriel naturel et du naturel industriel. Il y a beaucoup de naturels qui sont largement industrialisés et inversement. Et en fait, il faut expliquer ça aux gens. Le mythe du petit producteur, c'est une image d'Épinal qui n'a aucune réalité. Quand vous achetez un sac d'haricots verts surgelés classé A, vous imaginez bien que ce n'est pas le petit paysan qui remplit le sac.